Ces dernières années, l'actualité dans le domaine de la gynécologie a mis au jour plusieurs plaintes côté patiente, mais aussi côté soignant. Elles rendent légitime ce qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la mise en place d'une clinique de partenariat entre le champ médical de la gynécologie et celui de la psychanalyse. Ainsi ont été portées à notre attention l'ouverture d'un débat sur les violences obstétriques, sur l'endométriose, donnant lieu à une reconnaissance symbolique de celle-ci comme affection longue durée par l'Assemblée nationale ce 13 janvier, permettant la mise en place d'un plan de lutte et de prise en charge. Plus récemment, un article du Monde fait état d'une expérimentation au sein de 2 entreprises françaises d'un congé menstruel consistant à offrir un jour de congé rémunéré par l'entreprise pour les femmes présentant des dysménorrhées incompatibles avec le travail. Il y a ainsi l'intimité gynécologique et sexuelle des femmes, restée jusqu'alors taboue, qui s'expose au public mais aussi aux politiques, souvent bien démunis pour comprendre et répondre à ce qui se dévoile de cette intimité. Quant à la médecine, elle ne prend pas suffisamment la vie psychique en compte dans son acte. Nous en avons vu les conséquences lors de la crise sanitaire sur la santé mentale. C'est pourquoi la psychanalyse a sa place aux côtés de la médecine. Rappelons que Sigmund Freud était médecin, neurologue, par la suite psychanalyste, et qu'il nous a indiqué comment et de quelle manière le psychanalyste pouvait s'inspirer de la médecine sans jamais quitter le champ opératoire qui est le sien, à savoir celui du transfert et de l'association libre. À la fin de son enseignement, Jacques Lacan évoque également le souhait d'élever la psychanalyse à la dignité de la chirurgie. Cet acte chirurgical, en psychanalyse, nous l'appelons castration symbolique. Nous allons donc tenter d'entendre autrement ce qui cherche à se dire derrière ces plaintes et justifier la nécessité de cette clinique de partenariat pour l'évolution de la prise en charge des maladies gynécologiques, l'amélioration du suivi des femmes en maternité, mais surtout l'amélioration de manière globale de notre système de santé. Pour cela, je centrerai mon propos sur le postulat de Freud de l'ignorance du vagin. Les maladies et les symptômes gynécologiques touchent l'appareil génital féminin et il me semble que nous pouvons y voir un lien entre les deux. En 1897, dans une lettre à Wilhelm Fliess du 14 novembre, Freud évoque pour la première fois l'ignorance du vagin pour les 2 sexes. Le clitoris, que l'auteur appelle ici zone génitale masculine, est ce qui concentre la sensibilité sexuelle durant l'enfance pour la femme. Selon l'auteur, le vagin n'est connu de la fille qu'à un âge tardif. Au départ, c'est le clitoris, substitut du pénis, qui est investi et concentre la libido. Le développement sexuel de la fille consiste entre autres au déplacement de la zone érogène directrice du clitoris au vagin. Ce changement est en corrélation la plus intime avec l'essence de la féminité, écrit Freud. Il ne situe cette connaissance du vagin probablement pas avant la puberté. Autrement dit, non seulement la connaissance du vagin est tardive, mais de plus elle impliquerait la persistance pour la fille de la théorie infantile du cloaque anal. Si l'auteur ne nie pas l'existence de sensations précoces vaginales, celles-ci ne peuvent être facilement différenciées de sensations anales ou vulvaires. De plus, selon l'auteur, ces dernières n'ont pas d'incidence et ne jouent pas de rôle dans la sexualité infantile de la fille. En clair, pour Freud, il y a méconnaissance du vagin jusqu'à la puberté, contrairement à ce que développent des auteurs comme Karen Horney, Ernest Jones ou Mélanie Klein. Jacques Lacan donnera le nom de querelle du phallus à ce débat entre les Freudiens et les autres, faisant écho à la querelle des femmes survenue en France entre le Moyen Âge et le XXe siècle à propos de la place des femmes dans la société. Quelles peuvent être les incidences et les conséquences cliniques d'un tel débat et d'une telle assertion, à savoir l'ignorance du vagin? Pouvons-nous proposer que celle-ci soit à l'origine des symptômes gynécologiques de la femme, comme retour d'une expérience non symbolisée dans l'organisme? C'est sur cette ignorance du vagin et par conséquent sur le monisme phallique que se développent chez l'enfant les théories sexuelles infantiles qui visent à répondre à l'énigme d'où viennent les enfants. Ces théories sont alimentées par 2 inconnus, à savoir le rôle de la semence fécondante et l'existence de l'orifice sexuel féminin. À ce propos, je vous invite à consulter l'émission N'est pas couché du 24 novembre 2018 avec l'invité Muriel Robin présentant la pièce Les monologues du vagin qui interpelle le public à prononcer le mot vagin. C'est un moment comique où elle fait le constat que seulement 4 personnes
prononce le mot dans le public. La psychanalyste Eden Deutsch a consacré plusieurs écrits sur la menstruation et les conséquences psychiques de l'arrivée des premières règles comme résurgence de la problématique de castration. Dans un article de 1950, elle appuie l'importance d'une collaboration étroite entre le gynécologue et le psychiatre, que nous remplaçons par psychanalyste en écrivant ceci. La collaboration harmonieuse entre les deux, qui est souvent une condition sine qua non, dépend de la connaissance qu'un spécialiste a du domaine de l'autre, la tolérance scientifique et le respect mutuel étant les seuls moyens d'arriver à une collaboration fructueuse. Elle témoigne d'un cas qui s'apparente à ce que l'on nomme aujourd'hui de l'endométriose chez une patiente avec des fantasmes dans lesquels le vagin est évité et dans lequel tout ce qui touche à la féminité se concentre chez elle au niveau du dos. À la suite de douleurs et de la présence d'une grosseur, Deutsch oriente la patiente auprès d'un gynécologue qui décide de l'opérer. Il retrouve à la biopsie la présence de kystes remplis de sang. L'hypothèse de Deutsch est une délocalisation de la présence des règles et des fantasmes au niveau du dos, et cela pour éviter le vagin. S'il ne nous est pas possible dans la clinique d'avoir accès à l'organisme, nous pouvons par contre avoir accès au corps en tant qu'il est touché par le signifiant. Nous pouvons donc y avoir accès par l'association libre. Cela ne veut pas dire que le patient va nécessairement nous parler de son corps ou de ses symptômes dans la cure. Le fait qu'il puisse parler librement ses pensées, son agressivité, ses difficultés, le corps est engagé et cela a des répercussions sur ce dernier, comme nous allons le rencontrer chez Madame A. Pour conclure, dans une conférence intitulée « La place de la psychanalyse en médecine en 1966 », Lacan s'intéresse à la demande et à son au-delà, le désir. La demande à laquelle doit répondre le médecin, mais dont il doit toujours se demander ce qu'elle signifie au-delà de la demande elle-même. C'est dans ce moment que ce passage au psychanalyste peut s'opérer. Le gynécologue comme passeur, selon la formule de Catherine Vacher-Vitas, tient compte de ce que Lacan met en évidence, le corps comme lieu de jouissance. Cette jouissance n'est plus du champ de la médecine, elle le dépasse. Ici peut s'inscrire l'intervention du psychanalyste. Je vous remercie.